Eh bien, il est 15h heure de Paris, 9h heure de Montréal, c'est ça? J'ai le Oui, plaisir d'introduire la session de Martin Laplante, donc qui est PDG de Pointfire, une société bien connue de l'écosystème SharePoint, qui est d'ailleurs l'un des sponsors de cet événement. Merci beaucoup pour cela en particulier, Martin. Merci aussi pour tes sessions en tant que, je dirais, speaker communautaire également. Et la spécialité de ta société et de toi-même aussi, c'est tout ce qui tourne autour du multilingue. Peut-être tes origines canadiennes, françaises, anglaises, ils n'y sont pas pour rien. Et donc, avec des grands plaisirs à te donner la parole pour cette session sur les nouvelles fonctionnalités d'édition de pages multilingues. J'ai vu juste une toute petite démonstration juste avant la plénière. C'était juste très simple, mais enthousiasmant de simplicité, j'ai envie de résumer comme ça. Donc, dis-nous-en un peu plus, parce que je pense que c'est une problématique qu'on peut tous rencontrer sur des sites SharePoint dans le monde. On a tous besoin, au moins en général, de langues, la langue locale et l'anglais en général, à minima. c'est bien À toi, ça. Martin. Merci beaucoup, Patrick. Alors, pour être clair, je vais parler seulement de la fonction. C'est une présentation non commerciale. Je parle de la fonctionnalité de Microsoft. Ben, non commerciale, c'est commercial, mais c'est au sujet de Microsoft, pas au sujet de notre produit qui va avec la fonctionnalité de Microsoft. Alors, on peut me retrouver sur Twitter si vous avez des questions plus tard, ou vous pouvez me retrouver dans le stand virtuel de Pointfire. Alors, la jolie animation pour parler de la conférence où on pourra être présent au mois de mars prochain. Les généreux commanditaires, vous allez tous participer à essayer de gagner un Oculus. Ce sera excellent. Alors, dans cette session, je vais parler de la nouvelle topologie, comment l'évolution de l'architecture de SharePoint fait que la langue doit maintenant être traitée à un niveau différent d'organisation que ce qui était possible avant. Je vais vous donner une démo, la première démo très décevante, d'une fonctionnalité multilingue et ça ne semblera pas marcher. Je vous expliquerai pourquoi. Mais ensuite, je vais vous donner la bonne démo, c'est pour ça que vous êtes venu, la fonctionnalité de publication de pages multilingues qui est maintenant disponible depuis quelques jours. Je vais parler aussi du reste des fonctionnalités linguistiques dans SharePoint, dans Teams, l'interface utilisateur multilingue, les métadonnées gérées et qu'est-ce que ça veut dire tout ça d'un point de vue gouvernance? Quelles sont les décisions qu'on doit prendre, les politiques qu'on doit fixer, les responsabilités qu'on doit donner pour gérer tout ça. Si j'ai le temps, j'ai probablement trop de matériel, mais si j'ai le temps, je vais vous parler aussi de la nouvelle génération de traduction automatique qui sort des laboratoires de Microsoft. Alors, il était une fois, les grandes organisations multinationales avaient des fermes SharePoint séparées dans des différents pays. Ça en avait une en Europe, ou bien même une en France, une en Allemagne, une en Amérique du Nord, une en Chine. Donc, chacune de ces fermes ou chacune collection de sites à l'intérieur de ces fermes-là pouvait avoir sa propre langue. Donc, la gestion linguistique, la gestion des langues pouvait se faire au niveau régional. Puis, Office 365 est arrivé avec les locataires, les tenants, et la question se posait, est-ce qu'on devrait tout simplement transplanter le concept de contrôle régional, avoir plusieurs locataires, plusieurs tenants ou un seul tenant global? Alors, il y a des raisons pourquoi on voudrait le laisser au niveau régional. Parfois, il y a des lois qui disent que les données ne peuvent pas être stockées à l'étranger. Parfois, il y a des problèmes de latence. On veut avoir un réseau plus performant. Mais si on a des différents tenants régionaux,
on ne peut pas faire traverser les données partagées d'un tenant à l'autre. C'est comme s'ils étaient des concurrents. Il n'y a aucune méthode de faire le partage des données, de faire la recherche d'un à l'autre. Alors, maintenant, la fonctionnalité multigéo. Multigéo, ça veut dire qu'à l'intérieur d'un seul tenant global, mondial, on peut stocker des données de différents sites dans les différentes régions, stocker des données de différents individus dans les différentes régions. Donc, les arguments en faveur des tenants régionaux pour des raisons physiques de réseau ne tiennent plus. Alors, la solution pour tous les organismes qui sont dans plusieurs pays, c'est un seul tenant, un seul locataire pour tous les employés. Ce que ça veut dire, c'est que la question linguistique n'est plus une question régionale. Il y a un seul tenant, donc quelqu'un doit réfléchir et déterminer quelles langues sont disponibles où. Quand c'était sur site local, il y avait une topologie physique fixe. Il y avait des fermes différentes, une hiérarchie d'applications, une hiérarchie de collection de sites, une hiérarchie de sites, et la façon que c'était structuré, la plupart des sites n'avaient qu'une seule langue. Et si on utilisait les variantes, la fonction variations, variante de SharePoint, la langue était nécessairement en bas de la hiérarchie. C'est-à-dire que si on voulait avoir du contenu dans différentes langues, on devait avoir la langue se retrouve vers le bas de la hiérarchie. Mais maintenant, avec SharePoint Online, avec les sites modernes, on n'a plus cette hiérarchie, on n'a plus cette structure physique. La topologie est logique, la topologie est flexible. Les sites peuvent participer à un hub, être membre d'un hub, hériter de la navigation, la recherche et ainsi de suite. Et la langue ne peut plus être dans le bas de la hiérarchie. La langue doit être pensée dès le haut de la hiérarchie, et c'est une hiérarchie qui est tout simplement à deux niveaux, un hub et une fonction business ou une organisation légale à l'intérieur de l'organisation. Alors, puisqu'il y a ce partage des données, ce partage de navigation, le hub lui-même, qui est contrôlé centralement, doit supporter toutes les langues. Bon, alors les sites modernes et les sites classiques diffèrent l'un de l'autre en termes de modèle du point de vue de la langue. Alors, les sites classiques, quand on crée un site classique, le site est créé avec un modèle de site qui est très spécifique à une langue. Toutes les chaînes de caractères qui vont se retrouver sur le site sont dans le modèle, et le modèle a une seule langue. Tandis que pour les sites modernes, le modèle de site supporte toutes les langues dès le début. Alors, ce n'est pas une seule langue, ce sont des modèles qui sont très flexibles du point de vue linguistique. Par défaut, quand on crée un site classique, il y aura une seule langue. Quand on crée un site moderne, par défaut, il y aura 50 langues. Sur les sites classiques, il y a quelque chose qui s'appelle les variantes, variations, sur les sites d'édition. Pour les sites modernes, ça n'existe pas. Alors, pour les sites de variation, c'était nécessairement une langue par site quand on utilisait le modèle variation. Pour la nouvelle fonctionnalité de publication multilingue, toutes les langues sont sur le même site. Je ne parlerai pas de ce que ça veut dire du point de vue dev. Ça sera peut-être pour une autre fois. Alors, quelles sont les fonctionnalités multilingues de SharePoint Online moderne? Alors, il y a cette nouvelle fonctionnalité, la publication de pages multilingues que je vais vous montrer dans un instant.
La fonctionnalité variante est toujours là, mais c'est déconseillé. Ça ne s'applique pas au site moderne, ça a perdu de la fonctionnalité, certaines fonctionnalités ont été retirées. Il y a toujours un service de traduction automatique, mais on a enlevé la plupart de son interface, donc il est difficile de retrouver, c'est déconseillé, ça n'a jamais fonctionné pour les sites modernes. Ça fonctionne toujours dans les magasins de termes, les métadonnées gérées. On peut l'utiliser de façon programmatique pour l'instant, mais on ne peut pas l'utiliser pour traduire les sites modernes. Métadonnées gérées, ça a toujours été multilingue. On peut choisir les langues et quand on crée des métadonnées gérées, on peut dire tel concept, ça sera voici la version anglaise, voici la version allemande, voici la version française. Quelque chose qui est là depuis 2010, je crois, qui est toujours très utile, c'est l'interface utilisateur multilingue. Et ça veut dire que toute une série d'éléments d'interface peuvent avoir une version française, une version anglaise, une version allemande, et ainsi de suite. Que ça va suivre la préférence de langue de l'utilisateur. Alors, commençons avec la démo décevante. Je vais créer un site moderne. Je vais le créer en arabe, qui est une langue que je ne comprends pas. Donc, j'espère que quelqu'un ici pourra me dépanner, qui parle arabe, me dira sur quoi cliquer. Alors, voici une fonctionnalité qui est ici depuis 1 an. Je crée un site de communication en arabe. Alors, ici, je peux choisir la langue dans laquelle je vais créer le site et je vais choisir l'arabe. Je crée un site et voyons de quoi a l'air un site arabe. Et voilà, le site est entièrement en anglais. Qu'est-ce qui ne va pas? L'interface est en anglais. Ici, le contenu est en anglais. La bibliothèque de documents, c'est en anglais. Bon, c'est un peu lent. Si les démos vont toutes à cette vitesse, c'est en anglais. Contenu en anglais. Les pages du site, enfin un peu d'arabe. Alors, c'est le nom du compte qui est en arabe. Alors, quelle déception, on a utilisé cette fonctionnalité, créer un site en arabe, et je le vois entièrement en anglais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que le site est créé à partir d'un modèle de site qui s'adapte à toutes les langues. Ma langue que j'ai définie dans mon profil, dans mon navigateur web, c'est l'anglais. Donc, puisqu'il supporte l'anglais entre autres langues, et puisque le contenu des pages modernes est généré de façon dynamique. Ce ne sont pas du HTML fixe qui est emmagasiné, qui est stocké dans la bibliothèque. C'est du JavaScript qui va aller chercher quoi afficher sur le site, et tout ce JavaScript-là est sensible à la langue. Donc, le contenu initial de la page, du texte, l'échantillon de bannière, va être créé dans ma propre langue pour moi, pour mon navigateur. Quelqu'un d'autre dont la langue est l'arabe pourrait se rendre là et le voir en arabe. Si votre langue est fixée comme étant l'allemand, vous auriez vu le site en allemand. Qu'est-ce qu'il y a de différent quand on crée un site en arabe? Il y a certains noms internes qui sont en arabe. Ce n'est pas une fonctionnalité très utile. Alors, en soi, ça ne donne pas grand-chose. Si l'utilisateur n'a aucune langue valide définie, ça va le montrer en arabe. Mais pourquoi avoir cette fonctionnalité si ça fait presque rien? Mais la réponse, c'est que c'est utile
quand on utilise la nouvelle fonctionnalité de publication de page multilingue, la langue de base dans laquelle une page moderne est créée va déterminer comment faire la traduction des pages. Alors, regardons maintenant la nouvelle fonctionnalité, publication de pages multilingues. Je vais montrer comment passer un bon 20 minutes, regarder toutes les fonctionnalités en détail. On ne va pas en parler, on va plutôt le faire. Alors, j'ai déjà créé une page. Je l'ai déjà créée en anglais. Alors, pour utiliser la fonctionnalité, on doit aller dans les paramètres linguistiques dans l'administration. Alors, c'était là avant. Maintenant, c'est un petit peu différent. Ça nous permet ici d'ajouter la traduction. Je vais vous montrer comment c'était avant. C'est toujours ici quand on voit les Advanced Settings. Quand on crée un nouveau site, 50 langues sont activées d'un coup. Sont toujours toutes activées. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant allumer cette fonctionnalité et maintenant, on a une façon différente de sélectionner les langues et l'anglais est déjà sélectionné. Je vais l'éteindre pour un instant pour montrer la première chose que ça fait, c'est que ça éteint toutes les langues. Ça n'a gardé que la langue de base pour repartir à zéro et choisir les langues qu'on veut avoir. Alors, je vais choisir le chinois traditionnel. Je vais choisir un traducteur. Alors ça, on peut, pour chacune des langues, choisir la personne qui sera le traducteur. Le traducteur, c'est quelqu'un qui va recevoir un mail, un courriel, qui va, quand on demande la traduction d'une page. Alors, ça peut être n'importe qui dans votre organisation. Le fait de les nommer comme traducteurs ne leur donne pas de droit. Ça ne leur donne pas accès à la page. Ça, on doit leur donner séparément. Alors, je vais le faire aussi en allemand. Et je vais nommer Dr. Zoidberg. Vous connaissez Futurama? Je ne sais pas si vous avez ça en France. Et je vais ajouter l'irlandais. D'accord. Alors, on a choisi 3 langues supplémentaires. Maintenant, on sauve ça et on se rend au site. Il y a pas mal de gens qui apprennent l'allemand en France, mais pas tout le monde, hein. Il y en a beaucoup qui préfèrent l'espagnol, c'est plus simple. Ah oui, ça se ressemble un peu. Ouais. Alors voilà, je suis dans le nouveau site et je suis à la page principale. J'ai une page qui est déjà là, on va regarder ça. Mais on voit ici, la nouvelle fonctionnalité est là, c'est dit Translation. En passant, j'ai créé les sites en anglais tout simplement parce que c'est pas une très bonne raison. Alors, désolé que c'est pas en français. Alors, mais c'est possible de créer les sites en français et d'avoir son interface en français aussi. Alors, on a maintenant le panneau ici de traduction. Ça donne l'option. C'est pas traduire véritablement, c'est créer une copie de la page qui va ensuite demander à quelqu'un de la traduire. Alors, ça sera toujours une copie en anglais. Alors, je vais commencer ici, je vais créer pour toutes les pages et ce que ça fait, c'est que ça crée une copie. Je ne sais pas si vous entendez le son que moi, je viens d'entendre dans mes oreilles. Ça envoie un mail à quelqu'un et
j'ai ça ouvert dans une autre fenêtre. On va regarder ça bientôt. Je vais créer, je vais ajouter une nouvelle page, des nouvelles. Et par défaut, quand on crée une page, ça sera nécessairement dans la langue de base qu'on a créée. Alors ici, c'est en anglais. Alors, je vais créer une nouvelle. Bon. Alors maintenant, je vais demander la traduction. Alors tout à l'heure, j'ai demandé la traduction pour toutes les pages. Ici, je vais demander la traduction seulement pour le chinois. D'accord. Alors maintenant, je vais me rendre. J'ai une autre page ouverte ici. D'accord. Alors, je suis Amy Wong. Je viens de recevoir un message qui me demande de faire une traduction en chinois traditionnel. Alors, quand je reçois ce message, je peux me rendre ici et première chose que je vois, je n'ai aucun accès à la page. J'ai été nommé comme traducteur, mais on n'a pas partagé le site avec moi. Donc, juste le fait d'être traducteur ne fait pas qu'on a le droit. Alors, je retourne comme moi-même et je vais lui donner accès. Je dois lui donner accès au moins pour éditer. Mais ce que je devrais faire, c'est lui donner un peu plus grand accès parce que je vais lui demander non seulement de traduire les pages, je vais aussi lui demander de faire des traductions à l'interface parce que je veux que les deux soient possibles. Alors, retournons ici et cette fois-ci, je clique et j'y ai accès. Et ça dit « Translate into Chinese ». Alors, je dois traduire la page. Je ne connais pas le chinois, donc je vais utiliser la fonctionnalité de Outlook qui me permet de faire la traduction du texte. Si je réussis à... Bon, ben, ça ira. Alors, modification de la page. Je ne sais pas au juste qu'est-ce que ça dit, mais présumons que c'est quelque chose d'utile. Et voilà, c'est traduit. Alors, je peux sauver soit comme brouillon, soit comme soit publié. Alors, ici, c'est publié. Et vous remarquez que c'est seulement le texte qui est dans cette langue, c'est pas l'interface. L'interface reste en anglais parce que c'est toujours ma langue d'interface. Alors, le choix de la langue d'interface et le choix de la langue du contenu sont deux choses différentes dans SharePoint. Alors, si je reviens ici au document original, je peux voir, si je regarde dans la traduction, que le chinois a été publié. Ça dit dans 3 heures, j'ai oublié de mettre le bon fuseau horaire. Bon. Alors, le chinois a été publié. Alors, il y a 4 façons de se rendre de l'original à la traduction. Une des façons, c'est à partir du mail. Une autre, c'est de se rendre ici en suivant le panneau de traduction et je peux voir la version chinoise. L'autre façon, c'est qu'il y a ici, à l'intérieur des pages, je peux voir les autres versions. Alors ici, j'ai seulement l'anglais et le chinois.
Alors, je peux me rendre au chinois de cette façon-là, retourner à l'anglais. Ce qui est recommandé, après avoir publié la traduction, il faut republier l'original. Sinon, il y a certaines fonctionnalités qu'on ne verra pas. Alors, maintenant, ça a été republié. Si je retourne à la page principale, je vais voir une autre fonctionnalité intéressante. Ici, News, je vois uniquement la version anglaise. J'ai 2 pages de News, je vois uniquement la version anglaise. Si ma langue avait été, et vous voyez ici que j'ai maintenant toutes les langues parce que la page principale, j'ai demandé des traductions en allemand, en irlandais également. Alors, si je me rends à la version chinoise de la page, la même page, version chinoise, toujours pas traduit, mais le news, je vois la version chinoise. Alors, la composant webpart de nouvelles et le composant webpart est-ce que j'en ai un ici? Highlighted content. Bon. C'est automatiquement filtré d'après la langue du contenu. On a besoin de rien faire, ce n'est pas quelque chose, un paramètre de filtration qu'on doit gérer soi-même, c'est automatique. Alors ça, c'est très utile. Alors, il y a une autre façon de se rendre, tiens, je vais retourner à l'anglais, il y a une autre façon de se rendre à la page traduite, c'est quand on va dans la bibliothèque, on voit que ça a créé des répertoires, des folders irlandais, allemand, chinois, et les traductions sont gardées à l'intérieur des sous-répertoires. Alors, on peut se rendre de cette façon-là. Ça a le même nom que l'original. Alors, le contenu est dans une langue, l'interface est dans l'autre. Comment est-ce qu'on peut avoir l'interface dans la bonne langue? Alors, je vais le faire ici. Alors, ici, je vois mon contenu dans une langue, l'interface dans l'autre. Je vais changer dans mon navigateur, changer mes préférences pour que le chinois soit la première langue. Alors, il y a une liste de langues. Le chinois sera la première. Et je vais recharger la page. Et quand je recharge la page, la majorité de l'interface a été traduite. Sauf la personnalisation que j'ai fait. Alors ça, c'est des parties d'interface qui sont standards, qui sont au moment de créer le site. J'ai ici le terme « working from home » que, puisque maintenant ma langue d'interface est le chinois, je peux le modifier. Si je savais qu'est-ce que ça dit en chinois pour modifier, c'est lequel? Voilà. Alors, je peux modifier le texte, le traduire en chinois, sauvegarder, et voilà. Et maintenant, c'est en chinois, quand ma langue est le chinois. Quand ma langue est l'anglais, c'est toujours en anglais. Alors, je n'ai modifié que la version chinoise. Alors ça, c'est la première fois que ça me fait ça. Ah, c'est parce que je l'ai fait. Bon, une des choses que j'ai modifiées sans savoir qu'est-ce que disait le chinois, c'est que je l'ai mis comme deuxième niveau. Voilà, mais c'est toujours en anglais dans la version anglaise.
Qu'est-ce qui arrive quand on modifie une page qui a été traduite? Qu'est-ce qui arrive quand on élimine une page? Quand on supprime une page? Alors, quand on modifie une page, ça ne modifie pas la traduction. Alors, en théorie, ça envoie un autre message au traducteur qui dit quelque chose que vous avez traduit. On a changé l'original. Veuillez changer la traduction. Alors là, c'est utile d'utiliser la nouvelle fonctionnalité qui est là depuis tout dernièrement, de regarder l'historique, comparer visuellement ce qui a changé sur une page, si on est un traducteur qui est chargé de faire le même changement sur la version traduite de la page. Si je supprime une page, si je supprime la page, la version traduite de la page, ça va bien aller. On voit dans le menu, quand on se rend à la page, on voit que ce n'est pas là. Quelque chose d'autre que j'ai oublié de vous mentionner pendant que j'étais ici, c'est que si je me rends à la page principale pendant que ma langue est le chinois, ça va me rediriger automatiquement à la version en chinois et non pas à la version originale en anglais. Alors, il y a un certain niveau de redirection qui fonctionne dans beaucoup de circonstances. Et vous allez apprendre dans certains cas que la redirection ne fonctionne pas toujours. Normalement, la redirection va fonctionner si la langue de l'utilisateur et la langue du contenu sont pareilles. Alors, quand on commence à changer l'un et l'autre, parfois la redirection ne suit pas. L'autre chose qui peut être un problème, si on oublie de republier l'original après avoir modifié une traduction, la redirection ne fonctionnera pas. Mais c'est la quatrième méthode de se rendre à la page, la version traduite de la page. Si j'élimine la traduction, ça va tout simplement ne pas rediriger, ça ne sera pas là dans le menu, tout ira bien. C'est toujours une bonne idée quand on élimine une traduction de republier l'original encore une fois. Si on élimine l'original, les versions traduites restent là. Et elles restent là et elles sont malheureuses. Il y a des fonctionnalités qui ne fonctionneront pas sur les versions traduites orphelines qui n'ont plus l'original. Alors, c'est toujours bien si on veut supprimer une page, supprimer les traductions d'abord, ensuite supprimer l'original. Bon, alors, retournons ici. Alors, voici quelque chose à retenir de la démo. Ça fonctionne sur les sites de communication uniquement, pas sur les sites d'équipe. Seulement sur cette bibliothèque de pages, l'original sur le site. Alors, ça ne fonctionne pas sur toutes les pages, ça ne fonctionne pas sur tous les sites, et c'est juste pour les sites de communication modernes. La langue par défaut est présumée être la langue des nouvelles pages. Les langues alternatives du site servent deux fins. Une, ça détermine les cibles de traduction quand on demande une traduction des pages. Ça détermine aussi les cibles de traduction de l'interface. Alors, deux fonctions différentes en même temps. C'est la même liste. On doit donner au traducteur le droit de changer la page. Enfin, nos traductions copient les pages, mais vous devez traduire les pages dans cette langue. On a vu les 4 façons de voir la page traduite. Si vous mettez à jour une page qui a été traduite, les traducteurs vont recevoir un autre mail. Ça, c'est en théorie. Pour moi, je n'ai jamais reçu ça, mais il doit y avoir un réglage quelque part que je n'ai pas trouvé. Si vous supprimez une page traduite, vous devez retourner à la page originale, ouvrir le volet de traduction, ensuite republier la page. Alors, c'est ça la procédure qu'on doit suivre chaque fois qu'on supprime ou modifie une traduction. Si vous supprimez l'original, les pages traduites restent, elles ne sont pas supprimées automatiquement, mais elles sont là, elles sont orphelines, elles sont malheureuses.
Alors, voici l'historique de la version. On peut maintenant comparer de façon visuelle deux versions. Alors, si l'original a été republié avec des modifications, le traducteur peut consulter cette version-ci pour voir qu'est-ce qui a changé dans l'original pour faire le même changement dans la traduction. Alors, vous m'avez vu choisir la langue en changeant la langue de mon navigateur. Ce n'est pas la façon normale de changer sa langue. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs facteurs qui affectent la langue. Alors, premièrement, chaque site SharePoint a une langue de base. Il peut aussi avoir une liste de langues alternatives. Alors, laquelle de ces langues va être utilisée? Une des façons, un des paramètres qu'il peut utiliser, chaque navigateur web a une liste ordonnée de langues que vous pouvez modifier, l'ordre des langues, l'ordre de préférence des langues. Alors, SharePoint va passer à travers cette liste un par un. Est-ce que la première langue est une de celles-ci? Non. Regardons la seconde, la troisième et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on trouve une langue que les deux ont en commun. Mais habituellement, ce n'est pas cette méthode-là qui est utilisée parce qu'à l'intérieur de votre profil, vous avez aussi une liste ordonnée des langues. Donc, si ça fait la même chose, ça passe à travers la liste ordonnée des langues pour voir si une de ces langues-là est parmi celles-ci. Si oui, ça ne regarde pas cette liste-là. Sinon, ça continue et ça regarde la liste du navigateur. Alors, ça va ignorer le navigateur si cette liste chevauche les listes dans le site. En plus, le compte Office 365 a aussi un paramètre de langue. Si jamais vous changez le paramètre de langue, ça va faire une cascade, c'est-à-dire que ça va changer votre liste dans votre profil. La liste de langues dans votre profil est synchronisée avec Azure Active Directory. Alors, vous pouvez, quand vous créez un nouvel utilisateur, vous pouvez lui donner une liste de langues avant même que l'utilisateur se rende au site. C'est déjà là, ça va déterminer la langue dans laquelle les sites seront vus. Ce n'est pas tout parce qu'en fait, quand on fait des modifications dans le profil, ce n'est pas ça qui modifie la langue. Il y a plutôt sur chaque site, il y a une synchronisation avec chacun des sites de quelles sont les langues supportées par l'utilisateur. Ça prend environ 10 minutes. Alors, on doit patienter. Alors ça, quand on fait une modification ici, ça va modifier là. Ça va modifier Active Directory qui va affecter d'autres composantes de Office 365. Ça va affecter les sites à différents moments. Il y a certains sites qui seront au courant rapidement que vous avez changé votre langue. Il y a certains autres sites qui ne le seront pas. Il y a une complication supplémentaire, mais ça, c'est seulement pour les sites classiques. Alors, comment est-ce qu'on change son profil de langue? C'est un processus simple en 11 étapes, dont la 11e, c'est « Attendez 10 minutes ». Alors, on clique sur sa photo en haut à droite, on clique sur « Mon profil Office », on retrouve « Mettre à jour votre profil ». Ensuite, sur cette page-là, un peu plus bas, il y a quelque chose qui dit « Comment puis-je modifier les paramètres de langue et de région ». On ouvre ça. Il y a une phrase, il y aura le mot « ici ». On clique sur le mot « ici ». C'est une vraie chasse au trésor. Ensuite, on clique sur les points de suspension qu'on va trouver à la droite et on verra langue et région. À l'intérieur de la page langue et région, il y a mes langues d'affichage. Alors, il peut y avoir une liste de langues ici. On peut modifier la liste, ajouter, supprimer et ainsi de suite. On se rend en bas de la page, on enregistre tout et ensuite, on attend 10 minutes. Ça va vous dire d'attendre 10 minutes. Alors, c'est comme ça qu'on change sa langue habituellement. Mais c'est pour ça que ce que j'ai utilisé dans la démo, c'est une astuce pour basculer la langue instantanément. Et ça, pour le faire, on
on change le réglage du compte, on change le réglage du profil pour qu'il n'y ait aucune langue. Ça prend un certain moment de se propager partout et parfois on revient le lendemain et c'est retourné à ce que c'était avant. On change une deuxième fois si ça arrive. Et à partir de ce moment-là, ce sont les paramètres du navigateur qui déterminent la langue. Et c'est basculé de façon automatique. Ce n'est pas quelque chose qu'on va enseigner aux utilisateurs, ça c'est juste pour certains testeurs qui veulent tester une langue et une autre rapidement. Pour la plupart des utilisateurs, choisissez votre langue, restez dans cette langue-là. N'essayez pas de la changer parce que l'effet prendra trop de temps. Bon, l'interface utilisateur multilingue, alors ces éléments d'interface que peuvent suivre la langue de l'utilisateur. Alors, certaines personnalisations des composants tiers peuvent aussi suivre la langue de l'utilisateur. Les métadonnées gérées, les types de contenu peuvent les suivre. Le contenu reste dans la langue d'origine. Dans certains cas, il y a une redirection qui est possible si on est sur une page moderne avec cette fonctionnalité. Mais comme vous avez vu dans le menu, quand j'ai demandé à quelqu'un qui parle chinois de modifier le menu, on doit ajouter des traductions à chacun des éléments interface utilisateur un par un. Alors, ces éléments qui sont multilingues, qui peuvent avoir des différents chaînes de caractères dans différentes langues, différents textes, c'est le nom du site, le nom de la description du site, les nœuds de navigation, y compris navigation hub, le nom de la liste, le nom des colonnes, les types de contenu. Alors, il y a toute une série de choses qu'on peut modifier manuellement. Si on a une langue d'interface en particulier, on peut modifier le titre, le nom, la description de cet élément-là, une langue à la fois, un élément à la fois. Il y a des façons de faire programmatiquement, il y a des façons d'exporter et d'importer. Cette méthode-là existe, ce n'est pas toujours fiable. Et ça crée des fichiers RSX spécialisés, donc on peut le modifier seulement avec Visual Studio. Les traducteurs ne savent pas comment modifier ce genre de fichier. L'interface de métadonnées gérée est en train de changer. Il y aura une nouvelle interface. Alors, les métadonnées gérées ont toujours eu la possibilité de sélectionner la langue dans laquelle ça pourrait être affiché. Et si l'utilisateur utilise cette langue, les métadonnées gérées, lui, seront affichées dans cette langue. Et c'était au haut de la hiérarchie, au haut de la taxonomie, qu'il y avait les différentes langues. Alors, toute la taxonomie était reproduite dans chacune des langues et on pouvait traduire soit entièrement par traduction automatique ou un élément à la fois. Il y aura une nouvelle interface de métadonnées gérées qui arrive bientôt et maintenant, c'est beaucoup plus facile à utiliser, d'ajouter des termes et ainsi de suite, mais maintenant, la langue est en bas de la hiérarchie. C'est-à-dire que quand on regarde l'élément, que ce soit un élément terminal ou quelque chose intermédiaire dans la hiérarchie, on peut voir la version anglaise, la version française. Bien sûr, ça serait du véritable français. C'est un exemple qui est donné par Microsoft. On peut voir toutes les langues sur la même page. Alors, c'est beaucoup plus facile à utiliser. Il y a une nouvelle API Graph qui sort, qui pourra modifier la métadonnée gérée. Alors, les métadonnées gérées, les taxonomies auront d'autres utilisations dans l'avenir et il y a des nouvelles façons de créer des éléments qui peuvent interagir. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour la gouvernance? Alors, les métadonnées générées, les types de contenu, ça a toujours eu la possibilité d'être centralisé. Et les traductions ont toujours été centralisées.
ceux qui gèrent les métadonnées gérées, ceux qui gèrent les taxonomies, sont aussi responsables de gérer les traductions. Ça a toujours été leur responsabilité. Pour l'interface utilisateur, ça, c'est site par site. Chaque site moderne est potentiellement multilingue, donc chacun de ces sites-là devrait déterminer dans quelle langue l'interface devrait être disponible et fournir les traductions qui ne sont pas déjà là. Et ça marche pour les hubs aussi. La navigation hub peut être multilingue. Ça ne semble pas l'être multilingue à première vue parce que la navigation est mise en cache, donc on fait des modifications, on fait une version française et on le voit toujours en anglais. Mais revenez le lendemain quand la cache ne sera pas utilisée et vous verrez que c'est bel et bien multilingue. Mais pour les hubs, non seulement la navigation devrait être traduite, mais les hubs peuvent faire l'agrégation des nouvelles. Alors, on peut voir les nouvelles qui viennent des différents sites. Si les sites sont multilingues et le hub sont multilingues, si on utilise cette nouvelle fonctionnalité, ça sera filtré à tous les niveaux. Alors, on peut regarder les nouvelles dans chaque utilisateur peut regarder les nouvelles dans leur propre langue. Pour le contenu, variation fonctionne toujours en classique. En moderne, les nouvelles fonctionnalités, je vais parler de qu'est-ce que ça veut dire en termes de gouvernance. La localisation de l'interface du contenu ne peut plus être laissée aux régions parce qu'il y a toutes sortes de choses qui doivent être faites de façon centrale, qui doivent être réfléchies de façon centrale. En général, ceux qui sont responsables pour la création du texte seront aussi responsables pour la traduction de ce texte parce que c'est sur le même site. Si on a un site de nouvelles, la seule façon de le rendre multilingue, c'est d'avoir les mêmes nouvelles, les traductions sur le même site, pas sur un site séparé. Donc, ceux qui créent les nouvelles seront responsables de s'assurer qu'il y a des traductions. Alors, vous devez décider quels sont vos besoins de traduction. Qu'est-ce qu'on doit traduire? Quand on doit le traduire? Est-ce qu'on le traduit avant de publier l'original? Plus tard? En même temps? Décider du niveau de qualité aussi. Il y a plusieurs façons de faire la traduction. De le faire avec la traduction automatique, avec son propre personnel ou avec le traducteur professionnel. Donc, déterminer quel niveau, quelle qualité de traduction est assez bon, dépendant du type de contenu, et s'assurer qu'on a les procédures en place pour que ça soit traduit. Ça veut dire que ceux qui génèrent le contenu vont aussi avoir dans les mêmes sites, dans les mêmes bibliothèques, les mêmes bibliothèques de pages, auront des versions dans différentes langues. Et ça peut causer un problème. Alors, je me rappelle récemment, il y avait une grande société, un secteur communication qui, dans le passé, créait des nouvelles uniquement en anglais et c'était le problème des différents pays de s'assurer qu'il y ait la traduction. Maintenant, c'est tout sur son site à elle. Donc, pour elle, qui est responsable des communications, elle est maintenant responsable de gérer 5 fois plus de pages dont la plupart, elle ne peut même pas les lire. De s'assurer que les pages sont traduites, qui n'a jamais été son problème dans le passé. Donc, et il n'y a personne dans son personnel qui parle les autres langues. Donc, elle doit inviter des gens de l'extérieur de participer au processus de communication. Ça donne une gouvernance collaborative entre les producteurs de contenu et les consommateurs de contenu. Dans le passé, seulement les producteurs géraient le contenu. Maintenant, on doit collaborer avec ceux qui veulent voir le contenu dans une autre langue pour s'assurer que ça leur est fourni dans les langues. Chacune des traductions a un cycle de vie indépendant. Donc, on doit déterminer d'avance qu'est-ce qu'on traduit, qu'est-ce qui se passe quand on supprime une page, qu'est-ce qu'on archive, est-ce qu'on archive l'original ou non.
je suis malheureusement rendu à 50 minutes. Alors, je n'ai pas énormément de temps pour vous parler du reste. Ouais, Teams, on va arriver à la conclusion là. C'est ça. Teams a ses propres fonctionnalités de linguistique. Une des choses importantes, c'est possible de traduire les messages. Alors, une fois qu'on permet cette traduction des messages, les utilisateurs verront ça, traduction à l'intérieur de leur menu contextuel. Bon, on va cesser ici et arriver à la fin. Alors, si vous avez des questions, je serais très heureux de répondre. Non, il n'y a pas vraiment eu de questions. C'est que tu as été très clair, c'est pour ça. Mais c'est toujours intéressant de t'écouter parce que tu maîtrises parfaitement le sujet. Et il y a plein de petites et de grosses subtilités. Donc, je pense que c'est toujours très utile si on se pense sur le sujet de regarder ce que tu publies ou les démos que tu fais. Oui, et il ne faut pas faire l'erreur de penser que la traduction, c'est un problème technologique. La technologie est là, c'est bien, c'est excellent, mais d'un point de vue organisationnel, il y a toutes sortes de procédures qu'on doit faire, toutes sortes de responsabilités qu'on doit changer dans l'organisation pour s'assurer que c'est disponible dans les autres langues. C'est pas tout simplement presser sur un bouton et c'est magique. Ça change les responsabilités des gens. Ah bah écoute, c'est un excellent mot de la fin pour cette session. Merci encore Martin et puis à une prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.